Bonjour, bienvenue à notre nouveau webinaire portant sur la santé des articulations et sur la gestion de la douleur. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe et conseillère médicale pour AOR. Alors, l'arthrose, l'arthrite, nous le savons, sont des maladies, des conditions qui sont de plus en plus répandues dans notre société. Et comme nous allons le voir, il y a des parallèles intéressants que nous pouvons faire, évidemment, avec la pandémie d'obésité à laquelle nous assistons. Évidemment, plus le poids est grand, plus la pression sur les articulations également se fait sentir. Nous sommes aussi en présence d'une population qui est vieillissante, on le sait, plus on avance en âge, plus les articulations ont le potentiel d'être usées et d'occasionner de la douleur. Donc, si nous faisons un sommaire, un bref sommaire des maladies de la famille de l'arthrite que nous allons couvrir aujourd'hui, nous allons dans un premier temps parler de l'arthrose, donc l'arthrose qui signifie finalement l'usure des articulations, l'usure des cartilages. On appelle parfois aussi l'arthrose ostéoarthrite, qui est en fait une traduction directe de l'appellation anglophone osteoarthritis, mais l'appellation correcte ou courante est plutôt l'arthrose. Ensuite, nous avons la polyarthrite rhumatoïde. Donc, souvent, les gens vont dire qu'ils souffrent d'arthrite pour signifier en fait qu'ils souffrent d'arthrose, puisque la polyarthrite ou l'arthrite, c'est vraiment lorsque nous avons obtenu un diagnostic de facteur rhumatoïde qu'on appelle parfois le facteur RH positif. Ensuite, il y a le lupus érythémateux disséminé, qu'on va abrévier par les lettres L et D, la goutte qui est souvent une affection plus temporaire, plus aiguë que les autres, mais qui fait tout de même partie de la grande famille de l'arthrite. Et ensuite, l'arthrite idiopathique juvénile, donc la forme qui affecte les enfants. Alors, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie qu'on considère auto-immune, donc c'est finalement une perte de la part du système immunitaire de reconnaissance du soi et du non-soi. La polyarthrite rhumatoïde peut survenir évidemment à tout âge, même si nous avons plutôt l'habitude de le rencontrer chez les personnes plus avancées en âge. Les articulations qui sont le plus fréquemment touchées sont les poignets, les doigts, les genoux, les pieds également. Et les douleurs articulaires sont le plus souvent ressenties sur la même articulation ou sur les deux côtés du corps. Le lupus érythémateux est une maladie tout de même moins fréquente, qui est également considérée comme une maladie auto-immune et qui peut, elle aussi, survenir à tout âge. Presque toutes les personnes atteintes de lupus souffrent de douleurs et d'enflures des articulations. D'autres vont développer l'arthrite à proprement parler. En fait, les symptômes de début de maladie sont très similaires, que ce soit du côté du lupus ou du côté de l'arthrite. Et les articulations qui seront les plus touchées seront également les articulations des poignets, des mains, des doigts et des genoux, comme dans le cas de l'arthrite. La goutte qu'on associe souvent au mode de vie, c'est-à-dire à la consommation d'alcool et de nourriture grasse ou de viande, en fait, pas tout à fait à tort, puisque la goutte constitue en fait l'accumulation d'acide urique, qui est un déchet métabolique dans le sang, ce qui finit par provoquer une inflammation de l'articulation. Alors, très souvent, nous allons voir les articulations des membres inférieurs être touchées, puisque tout simplement, l'acide urique va se déposer par gravité le plus près du sol. Alors, c'est, dans une très grande majorité des cas, l'articulation du gros orteil qui va être touchée. C'est extrêmement douloureux
mais on peut aussi assister à des cas où ce sera plutôt les genoux, les chevilles qui auront le dépôt d'acide urique. Donc, la goutte est une maladie qui tend à être plus fréquente chez les hommes ou encore chez les femmes suite à l'apparition de la ménopause, donc chez les femmes ménopausées. Quant à l'arthrite idiopathique juvénile, comme l'arthrite rhumatoïde conventionnelle, c'est une maladie qui est auto-immune et c'est la forme la plus courante d'arthrite qui touche les enfants. Elle va survenir en général chez les enfants âgés entre 7 à 12 ans, avec en moyenne, je dirais, 10 ans d'âge, et on va l'identifier suite à une enflure persistante qui va toucher très souvent une articulation en particulier, très souvent le genou, mais ça peut aussi être une cheville, un poignet, ou encore les petites jointures des mains et des pieds. L'arthrose, donc, qui est vraiment la forme la plus courante de troubles articulaires, c'est tout simplement une forme d'usure des articulations qui va soit survenir en raison de l'âge, mais aussi en raison d'une usure excessive. Par exemple, chez les gens dont l'occupation professionnelle va nécessiter des mouvements répétitifs. Je pense par exemple aux lanceurs dans les ligues de baseball qui peuvent faire environ 300 lancers dans une, pardon, pas 300, mais bien 3000 lancés dans une saison. Alors évidemment, on comprend que l'articulation de l'épaule, du coude et du poignet sont très sollicitées. Même principe avec certains types d'occupations qui vont demander là, des mouvements répétitifs et toujours des mêmes articulations. Alors, on comprend qu'avec les années, les articulations seront usées de façon prématurée, les articulations touchées. Donc, les symptômes de l'arthrose apparaissent généralement à l'âge mûr. Presque toutes les personnes âgées de 70 ans ont des symptômes d'arthrose. Alors, la douleur et la rigidité des articulations sont les symptômes les plus courants. Alors, avec l'arthrose, ce qu'on va remarquer très souvent, c'est que les raideurs sont aggravées au réveil, donc la position horizontale, la position couchée toute la nuit, tend à aggraver les douleurs qui vont affecter, bon, par exemple, les os de la hanche, des genoux ou encore de la colonne vertébrale. Alors, les douleurs sont plus prononcées au réveil et tendent à s'estomper avec le mouvement ou durant la journée. Alors ça, c'est déjà une première façon pour vous de distinguer si vous souffrez vraiment d'arthrite ou s'il s'agit plutôt d'arthrose. Donc, je vous rappelle que l'arthrite est la forme auto-immune, alors que l'arthrose est simplement une question d'usure. Alors, on voit ici un exemple de radiographie. Alors, à gauche, c'est évidemment une articulation du genou normale. Alors, on voit que il y a un bon espace entre les deux os et cet espace qui est donc rempli de cartilage, le cartilage qui permet à ce moment-là d'amortir le mouvement de choc, si on veut, et de favoriser le roulement des articulations. Et à droite, on voit que le cartilage entre les deux est usé et nous avons un contact, ou en tout cas un espace très rétréci entre les deux os. Alors, c'est le frottement des deux os ensemble qui va créer de l'inflammation et éventuellement beaucoup de douleur. Donc, l'arthrose survient avant l'âge de 55 ans de façon égale chez les hommes et chez les femmes, mais après l'âge de 55 ans, elle est plus courante chez les femmes. Donc, on peut déjà penser qu'il y aurait un rôle de protection de la part des hormones qui sont évidemment en dosage plus élevé chez les femmes en période de préménopause qu'en période de postménopause. Être en surpoids va augmenter les risques d'arthrose de la hanche, du genou, de la cheville et des articulations du pied. Bien évidemment, plus le poids est élevé, plus la pression sur ces articulations sera élevée. Donc, certaines personnes pourraient ne pas avoir de symptômes,
même si des radiographies montrent ces changements. Donc, on n'a pas un point fixe à un moment donné où on dit à partir de ce point-ci, la douleur apparaît. La douleur est assez sévère et les douleurs ne sont pas tellement importantes et nous avons aussi la situation inverse. Alors, on dit qu'un Canadien sur 8 est atteint d'arthrose. Environ 60% des personnes âgées de moins de 65 ans souffrent d'arthrose, alors que pratiquement toutes les personnes de plus de 65 ans vont se plaindre finalement de douleurs dans l'une ou l'autre des articulations. On observe un diagnostic d'arthrose toutes les 60 secondes, donc à chaque minute, une personne est diagnostiquée avec l'arthrose. Et on dit que par conséquent, 30% de la population active, soit un travailleur sur 3, rencontre des difficultés à travailler en raison de l'arthrose. L'arthrite ou les maladies arthritiques représentent 12,6 milliards de dollars dépensés en soins de santé directs. Alors, ça représente l'ensemble des dépenses du secteur de la santé. L'arthrite représente 20,6 milliards en soins de santé indirects. Alors, évidemment, on parle de journées de travail perdues, donc en perte de productivité, en impôts, etc. Alors, la prévention de l'arthrite est vraiment primordiale. C'est sûr qu'une fois que la maladie est diagnostiquée, nous avons encore des possibilités d'intervenir et c'est ce que nous allons discuter ensemble aujourd'hui, mais prévenir est toujours la meilleure façon. Alors, quels sont les facteurs de risque concernant l'arthrose? Alors, les facteurs qui sont non modifiables, c'est-à-dire sur lesquels nous n'avons pas de contrôle direct, évidemment notre âge. On a vu que plus on avance en âge, eh bien, plus le risque de souffrir d'arthrose et d'arthrite augmente. Le sexe, puisque c'est des maladies qui vont toucher principalement les femmes, surtout après la ménopause où le taux d'hormones sera plus comparable à celui des hommes. La génétique est importante également, donc on tend à souffrir des mêmes douleurs aux mêmes articulations que nos parents et généralement à peu près au même âge. Et quant aux facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire les facteurs sur lesquels nous pouvons exercer un contrôle directement, alors il y a dans un premier temps la question du surpoids et de l'obésité. Ensuite, la question des blessures articulaires. Les blessures, dans 70% des cas, vont guérir spontanément, mais dans une importante proportion, c'est-à-dire environ dans 70% des cas, ces blessures-là vont par la suite dégénérer en arthrose. Ensuite, il y a certaines infections qui peuvent toucher nos articulations. Et comme nous le mentionnons plus tôt, la question de l'activité professionnelle, si elle nécessite des gestes très répétitifs de certaines articulations. Alors, dans les facteurs de risque non modifiables, alors à mesure que nous avançons en âge, notre cartilage est moins apte à gérer le stress d'une activité journalière. Par conséquent, notre capacité à prendre du poids sur les articulations diminue. Alors nous, paradoxalement, on tend à prendre du poids en vieillissant, alors que nos articulations ont de moins en moins de capacité à absorber cet excédent de poids, d'où évidemment la question de l'arthrose et de la douleur. Un autre point important à mentionner, le USA Today rapportait que l'arthrose du genou affecte les Américains de plus en plus jeunes. On constate vraiment une diminution d'environ 10 ans d'âge entre les années 90 et les années 2000, c'est-à-dire qu'on va avoir des diagnostics d'arthrose qui vont survenir dans la cinquantaine plutôt que la soixantaine. Donc vraiment quand même, on voit que la maladie apparaît de plus en plus tôt. Les causes possibles, bon, évidemment l'obésité qui s'en va en augmentant et le nombre de blessures du genou. Les deux sont devenus plus fréquents au cours des 10 dernières années, mais il faut quand même penser qu'il s'agit de facteurs de risque modifiables, donc ce n'est pas inéluctable, nous pouvons y faire quelque chose. Quant au sexe, la majorité des formes d'arthrite sont plus courantes chez les femmes. 60% des sujets atteints d'arthrite sont des femmes, donc plus de la moitié.
Les causes possibles, bon, évidemment, il y a la question de la biologie, parce que les femmes ayant un bassin qui est plus large, ça crée un alignement avec les genoux qui sera moins direct. Donc, l'alignement est biaisé un petit peu en raison de la largeur des hanches, ce qui prédispose finalement le genou à souffrir de plus de blessures. Donc, on tend à souffrir de plus de blessures au genou et on a vu que les blessures peuvent évoluer éventuellement vers l'arthrose. Lorsque nous sommes en âge de concevoir, comme nous avons une quantité d'estrogène plus abondant en circulation, les estrogènes vont exercer, semble-t-il, un certain effet anti-inflammatoire au niveau des articulations, donc elles vont exercer un effet protecteur. Par contre, après la ménopause, puisque le taux d'estrogène va diminuer, nous perdons l'avantage de cet effet protecteur et nous allons à ce moment-là constater qu'il y aura un écart de plus en plus grand entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui sont touchés par l'arthrose et autres formes d'arthrite. Intéressant de noter aussi que la thérapie de remplacement hormonal, vous savez, on parle souvent de prendre les hormones à la ménopause afin de minimiser le risque d'ostéoporose. Eh bien, s'il s'avère vrai qu'il peut y avoir un impact positif au niveau de l'ostéoporose, bon, on sait qu'il y a aussi toutes sortes de risques associés à la prise d'hormones, notamment l'augmentation des maladies cardiovasculaires et l'augmentation de certaines formes de cancer. Mais il est vrai que pour certaines femmes, la prise d'hormones fera une différence au niveau de la densité osseuse. Par contre, les études démontrent qu'en termes d'arthrose, les femmes qui prennent les hormones auront un taux d'arthrose vraiment significativement plus élevé que les femmes qui n'auront pas pris d'hormones. Donc, la question génétique, la génétique nous dit que dans les familles où il semble avoir plus d'arthrite, on aura aussi un risque plus élevé de souffrir si donc un autre membre de notre famille est atteint de maladies arthritiques. Donc, les hormones, comme nous l'avons mentionné, peuvent avoir un effet sur le cartilage et amortir la douleur et prévenir que le déplacement là, des articulations. Ensuite, l'obésité. Bon, nous savons que les femmes sont plus souvent touchées par l'obésité que les hommes, et puisqu'il y a un lien direct entre l'obésité et l'arthrose, bon, on peut comprendre que cela pourrait aussi expliquer pourquoi il y a plus d'arthrose ou d'arthrite chez les femmes que chez les hommes en raison du poids qui serait plus élevé. Ceci étant dit, je tiens à mentionner la question du fameux 5 kilos, des fameuses 10 livres qu'on prend à la ménopause. Je dois vous dire, mesdames, que même si ça nous dérange et ça dérange notre garde-robe et tout ça, les 10 livres qui entourent la ménopause font partie d'un de ces mécanismes écologiques appartenant à la grande sagesse du corps. Vous savez que nos hormones, les estrogènes, la progestérone, nos hormones stéroïdiennes ou sexuelles, sont fabriquées à partir de la matière brute qu'est le cholestérol. Donc, dans sa grande sagesse et sa grande prévenance, autour de la ménopause, le corps va stocker ces hormones afin de nous permettre de pouvoir fabriquer davantage d'estrogènes et de progestérone. Et donc, évidemment, en stockant le cholestérol, ça va créer pour nous une augmentation de poids. Donc, si vous augmentez votre poids de 20 ou 30 kilos parce que vous êtes moins active, évidemment, c'est une autre question. Mais le fameux 10 livres de la ménopause, ça va de soi, c'est presque inéluctable. Alors, justement, je mentionnais si c'est que vous êtes inactive, alors c'est un peu le cercle vicieux de l'arthrose, finalement, c'est que puisqu'il y a de la douleur lorsque nous marchons ou pratiquons une activité physique, si les articulations touchées sont le genou, la hanche et les chevilles, comme c'est souvent le cas, on tend à être moins actif et moins on est actif, plus le poids augmente, plus la douleur et la pression exercée sur ces articulations est aussi croissante. Donc, évidemment, il faut renverser la vapeur, ce qui n'est pas toujours si simple. Alors, on parle aussi donc de graisse abdominale à la ménopause.
Voilà. Bon, quant aux facteurs de risque qui sont modifiables, nous revenons avec la fameuse question du poids. Alors, les femmes ont un surpoids 4 fois plus de risque de souffrir d'arthrose du genou. Chez les hommes, le surpoids les expose à un risque 5 fois plus grand. Alors, les personnes du quintile supérieur de poids corporel, donc sur la courbe de poids, si vous vous situez en haut de la fameuse courbe de poids, vous avez 10 fois plus de chances de souffrir que si vous vous situez dans le quintile inférieur. Donc, vraiment, nous augmentons des risques 4 fois, 5 fois, 10 fois. Donc, c'est vraiment des augmentations très importantes et qui sont corrélées directement à la prise de poids. Et inversement, avec la perte de poids, dès qu'on perd le poids, nous allons voir qu'il y aura aussi une amélioration des douleurs arthritiques et de l'arthrose. Donc, avec chaque 0,5 kg que nous gagnons, nous ajoutons 1,3 kg de pression sur nos genoux et 2 kg de pression sur nos hanches. Alors imaginez, avec simplement 1 livre de poids, vous rajoutez 5 livres de pression sur vos hanches. Alors, c'est énorme. Imaginez si vous avez 20 livres, par exemple, en surpoids, c'est 100 livres que vous rajoutez sur vos hanches. Alors, être en surpoids de 4,5 kg augmente la force sur le genou de 13 à 27 kg à chaque pas que vous exercez. Alors, c'est vraiment exponentiel. Ça se traduit par une pression vraiment accrue sur nos articulations. Il faut penser à ça. On nous parle souvent de la question de la perte de poids en termes de résistance à l'insuline, de syndrome X, donc une combinaison de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Donc, on associe beaucoup le surpoids à ces maladies de la sphère cardiovasculaire, mais il faut bien le mentionner, le surpoids est très important dans toute articulaire également. Alors, nous avons ici une étude de cohorte de Framingham qui nous indique que chez les femmes qui présentent un indice de masse corporelle supérieur à 25, la perte de poids a été associée à un risque significatif plus faible d'arthrose du genou. Pour chaque 5 kg que nous avons perdu, qui correspondent à environ 2 unités d'indice de masse corporelle, le risque d'arthrose du genou a diminué de plus de 50%. Alors imaginez environ 12 livres de perte de poids. Vous venez de couper votre risque d'arthrose du genou de moitié. Alors c'est vraiment significatif. Et vous savez, la perte de poids va entraîner aussi une amélioration des risques en termes, non seulement du cardiovasculaire, mais en termes de risque de cancer. Tous les cancers hormonodépendants sont très reliés également à l'excès adipeux, puisque lorsque nous avons un excès de masse adipeuse ou de gras, il y aura une quantité plus élevée d'hormones parce que dans cette masse adipeuse, il se fera une conversion qu'on appelle périphérique de nos hormones et donc on a un risque de cancer également plus élevé. Alors, c'est pour dire que dès que vous diminuez le poids, vous vous trouvez à avoir un impact sur à peu près tous les systèmes dans votre corps à ce moment-là. Alors, les bases de la perte de poids. Alors, ce que nous devons viser initialement comme perte de poids, c'est une perte de poids qui représente 10% du total qu'on veut perdre ou encore 10% de notre poids total. Alors, si les patients arrivent à atteindre cet objectif, une perte de poids supplémentaire peut éventuellement être tentée. La perte de poids qui est recommandée, un bon rythme de perte de poids, c'est de environ 1,5 à 1 kg par semaine. Et alors, les blessures articulaires, comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt, les blessures peuvent entraîner l'arthrite. Lorsqu'un ligament ou une structure d'appui est endommagé,
Cela peut occasionner un mécanisme anormal dans l'articulation. Alors évidemment, dépendamment du type de blessure, et encore une fois, ce n'est pas toujours la gravité de la blessure, mais plutôt comment nous allons récupérer par la suite. C'est très aidant, à mon avis, d'obtenir des traitements de type ostéopathie ou des manipulations de vos articulations ou encore l'acupuncture, même si vous avez eu un coup qui ne semble pas si important ou une chute, mais qui a touché une articulation importante comme les chevilles, les genoux ou les hanches. C'est vraiment une bonne idée de toujours les faire soigner ou traiter par la suite, simplement pour prévenir ce risque de blessure. On voit notamment, par exemple, chez les joueurs de football, il y a un risque et un taux très élevé de joueurs qui ont subi des blessures aux genoux durant leur carrière. Il me semble que les chiffres sont dans les 60% des joueurs qui vont, dans les 13-14 ans qui suivent, développer de l'arthrose dans ces articulations-là. Donc, on voit qu'il y a aussi une corrélation importante entre les blessures et le risque de développer de l'arthrose dans une articulation. Alors, ce risque augmente évitablement la contrainte sur la surface articulaire qui, au fil du temps, va s'user et causer l'arthrite. Dans une étude, 13,9% des participants rapportent une blessure au genou chez les jeunes et les jeunes adultes ont développé une arthrose du genou, à l'instar de seulement 6% pour ceux qui ne présentaient pas de blessure. Donc, on voit plus du double de risque chez les jeunes adultes. Au niveau des joueurs de football, voyez, on en a une autre étude ici qui nous parle de 80% des joueurs, c'est énorme, avec un antécédent de blessure au genou, ont montré des signes d'arthrose de 10 à 30 ans après la retraite. Donc, dans certains cas, ça s'est manifesté beaucoup plus tard, mais comme vous voyez, encore une fois, un risque vraiment, vraiment accru lorsqu'il y a blessure. Alors, si vous combinez un historique de blessure et de surpoids, évidemment, c'est une combinaison un peu plutôt fatale. D'autres études, donc 82% des joueuses de football ont eu des changements radiographiques dans leurs genoux 12 ans après une déchirure de leurs ligaments. Ce type de blessure survient assez souvent chez les athlètes et ce qu'on voit, c'est que la déchirure du ligament cartilagineux va déstabiliser finalement le genou et le mouvement étant plus instable, il y aura plus de risques de frottement et donc d'usure prématurée du genou. Alors, 51% de ces joueuses répondaient aux critères de l'arthrose et on pouvait voir à l'examen radiographique un changement s'installer dans leur genou. 78% des joueurs de football ont eu des changements radiographiques dans leurs genoux 14 ans après une déchirure donc du même ligament articulaire. Alors, dans une recherche de l'Université Stanford, nous constatons que lorsqu'une articulation est endommagée, une chaîne d'événements moléculaires aboutit à l'activation du système du complément. Alors, le système du complément, c'est tout simplement le système de première ligne de défense de notre système immunitaire. Alors, c'est ce système qui se met en branle finalement dans un premier temps suite à une attaque quelconque. Alors, cette activation du complément va finir par une attaque de l'articulation blessée parce que tout simplement, le corps essaie de liser les tissus blessés ou lésés, donc on essaie de détruire les tissus qui n'ont plus d'affaires dans l'articulation, mais éventuellement, cette destruction devrait prendre pause après un moment, mais dans certains cas, on voit que le mécanisme qui est enclenché continue et c'est cette prolongation du mécanisme de réparation du corps, finalement, qui va générer de l'inflammation. Alors, le système du complément étant la partie du système immunitaire dont le rôle principal est de première défense contre les infections bactériennes et virales, mais aussi donc contre tout tissu lésé. D'où l'importance de l'homéostasie, donc de bien conserver un équilibre dans les différents éléments du corps. Alors, le rôle des infections dans l'arthrite infectieuse et septique, en fait, les groupes ou les personnes à risque de ce type d'infection qui peut évoluer vers l'arthrite sont dans un premier temps les patients qui sont déjà atteints
d'arthrite rhumatoïde, puisque nous l'avons vu, ces patients-là ont déjà une fragilité de leur système immunitaire. Leur système immunitaire est en hyperréaction, ils souffrent de maladies auto-immunes et ils ont déjà des atteintes au niveau de certaines articulations. Alors, ils sont déjà prédisposés. Ensuite, les patients atteints de certaines infections systémiques, les patients atteints de certains types de cancers, alors tous des gens qui auront donc des anomalies dans leur système immunitaire, les utilisateurs de drogues injectables et les alcooliques, parce qu'ils sont souvent soumis à des carences nutritionnelles et ils injectent directement donc des drogues potentiellement infectées dans leur système. Les patients ayant des prothèses, puisqu'à ce moment-là, l'intégrité des tissus du corps a été lésée. Les patients atteints de diabète, d'anémie falciforme, d'anémie ou de lupus érythémateux disséminé. Les patients ayant subi une chirurgie ou des blessures articulaires récentes, ou encore les patients recevant des injections directement dans leurs articulations, comme par exemple des injections de corticostéroïdes contre la douleur. Alors, les infections chez les adultes touchent habituellement les poignets ou l'une des articulations supportant le poids, plus souvent le genou, bien qu'environ 20% des personnes éprouvent des symptômes dans plus d'une articulation. L'apparition se fait de façon très soudaine, ça peut se faire de 3 à 14 jours suite à l'événement qui aura initié le début de l'infection. Et ce genre d'infection constitue des urgences médicales puisque, à première vue, nous ne savons pas quelle bactérie ou virus est en cause. Et si jamais il s'agissait du Staphylococcus aureus, eh bien, ce fameux staph qu'on appelle couramment dans notre jargon est capable de détruire le cartilage en 1 à 2 jours. Donc, vraiment important de référer en urgence dès qu'une personne se présente avec des signes d'infection dans une articulation, c'est-à-dire de la chaleur, de la douleur, et que nous savons qu'il y a eu dans les journées précédentes, dans les quelques jours jusqu'à 2 semaines précédant l'apparition de l'événement, une cause possible que nous pouvons relier avec l'infection, comme par exemple une injection, un site d'injection ou échange de seringues, etc. Alors pourquoi est-ce si important de parler de la question des infections? C'est que 70% des patients ne conserveront aucune séquelle de ces infections et par contre, plusieurs patients vont développer de l'arthrose ou même des déformations articulaires. Vous savez que les déformations articulaires, une fois qu'elles sont enclenchées, dans le meilleur des scénarios, nous pouvons freiner le processus ou stopper le processus de dégénération et de déformation, mais nous ne pouvons pas le renverser ou vraiment dans des cas exceptionnels. Donc, encore une fois, l'importance de prévenir plutôt que guérir. L'infection de la hanche chez l'enfant, elle, peut endommager la plaque de croissance épiphysaire, donc vraiment affecter tout le processus de la croissance. Donc, c'est vraiment des infections qui peuvent avoir des conséquences très désastreuses. Alors, toujours dans les facteurs de risque prévenables ou modifiables, nous avons l'activité professionnelle, les activités qui impliquent un travail manuel comportant des gestes répétitifs tels que le travail à la ferme ou les emplois dans la construction ou les emplois qui nécessitent de soulever des poids lourds. Pensons par exemple aux vidangeurs qui doivent soulever des sacs lourds, aux postiers. Donc, le travail manuel intense et le stress dans l'environnement professionnel sont des facteurs de prédiction importants dans le développement de l'arthrose de la hanche. Donc, combinaison travail manuel et stress, encore une fois, comme surpoids et vieillissement ou blessures, surpoids et blessures, sont tous des facteurs qui peuvent avoir des conséquences plutôt fâcheuses. Les joueurs de baseball présentent aussi un risque accru de développer l'arthrose de l'épaule et du coude en raison du mouvement répétitif de lancer-attraper. Alors, en résumé, si nous voulons parler d'alimentation et de mode de vie, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la perte de poids par l'exercice et de l'alimentation chez les adultes âgés en surpoids ou obèses atteints de l'arthrose du genou sont encore la meilleure façon de prévenir ou même de soulager l'arthrite et l'arthrose déjà présentes.
Alors, dans une autre étude où nous avons regardé l'impact de l'alimentation, de l'activité physique et d'une combinaison de l'alimentation et du mode de vie sain à un groupe témoin, nous avons constaté que le groupe alimentation et mode de vie sain a surpassé les autres groupes dans l'auto-évaluation des indices du fonctionnement et de la douleur, ainsi que l'évaluation de la mobilité. Donc, évidemment, ça s'est traduit dans une plus grande perte de poids. Alors, si vous améliorez seulement l'alimentation, vous allez obtenir certains résultats. Si vous incorporez l'activité physique, vous en aurez encore plus, mais vraiment la combinaison d'une meilleure alimentation et de l'activité physique régulière, c'est ce qui va donner les meilleurs résultats. Les principes de base d'une bonne alimentation en ce qui concerne la préservation de nos articulations, c'est une alimentation qui est réduite en sodium et en matières grasses, une alimentation qui comporte beaucoup de nutriments, donc une variété et un équilibre dans les nutriments, et évidemment de respecter les conseils alimentaires usuels. Quant à l'activité physique, vous savez, on est parfois réticent à incorporer l'activité physique dans notre vie, surtout s'il y a déjà des douleurs d'installer au niveau des articulations parce qu'on s'imagine qu'il faut aller faire 2 heures de gym à tous les jours. Alors, dans une étude ici qui a été réalisée sur un groupe de patients, nous avons vu que la pratique quand même modérée d'activité physique, regardez, 15 minutes de phase aérobique, une autre phase d'entraînement avec résistance, donc avec des poids de 15 minutes, suivie d'une deuxième phase aérobique encore de 15 minutes et d'une phase de récupération de 15 minutes, va donner quand même des résultats très intéressants. Alors, on voit qu'avec 1 heure par jour, c'est-à-dire 1 heure par entraînement, 3 jours par semaine, on peut obtenir des résultats intéressants. La capacité aérobique demandée, là, quand on faisait les 2 blocs aérobie, consistait en de la marche avec une fréquence cardiaque qui se maintenait entre 50 et 75 de la capacité maximale. Donc, on parle d'une marche relativement rapide, mais pas nécessairement exténuante. Et les phases d'entraînement consistaient tout simplement en 12 répétitions des exercices de base, dont l'extension des jambes, la flexion des jambes, l'élévation des talons et des step-ups. Les poids attachés aux poignets des vestons ont été utilisés afin de favoriser la résistance et un intervalle de 1 à 5 minutes de repos était observé entre chaque exercice. Alors, vraiment, c'est quelque chose qui est assez réaliste pour la majorité des gens, d'être capable d'introduire 3 heures d'exercice dans leur semaine. Alors, au niveau de l'arthrite, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que nous assistons finalement à un déséquilibre entre la matrice qui est usée et celle qui est en remodelage. Donc, il y a une usure du cartilage qui est plus rapide que le remodelage ou que le nouveau cartilage qui est créé. Alors, nous avons ici une illustration où on peut bien voir donc en haut le cartilage normal, celui qui tapisse la paroi de l'os supérieur. Ensuite, nous avons entre les deux la partie où nous trouvons l'hyaluronane ou l'acide hyaluronique. C'est vraiment ce qui permet de constituer le liquide synovial, donc le liquide qui sert de lubrifiant, si on veut, entre les deux articulations. Vous avez envers le ménisque qui est là, l'os normal en dessous et la membrane synoviale, qui est l'espèce d'enveloppe qui recouvre le tout. Donc, à droite, ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qui survient lorsqu'il y a une usure prématurée du cartilage. Donc, vous voyez bien que le cartilage est usé et laisse apparaître l'os tout en haut. Alors, le cartilage érodé va finalement se mettre à frotter contre la partie du bas ou les ostéophytes, là, les petites pointes de l'os finalement, et c'est ce qui va occasionner la douleur dans l'os atteint d'arthrose, donc l'os à droite, l'os à gauche étant l'os normal. Alors, quelles sont les solutions disponibles? Alors, on a vu que l'activité physique est importante. Elle permet de réduire la douleur. Permet-elle vraiment d'améliorer le fonctionnement? Alors, lorsqu'on fait une revue de la base de données Cochrane, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, l'activité physique
a légèrement amélioré la douleur chez les personnes souffrant d'arthrose et a permis une amélioration modeste du fonctionnement articulaire. À court terme, un programme supervisé d'activité physique réduit la douleur au genou d'1 point sur une échelle de 0 à 20 et améliore son fonctionnement de 3 points sur une échelle de 0 à 68. En moyenne, elle améliore la douleur des patients souffrant d'arthrose à la hanche, mais n'améliore pas son fonctionnement. Donc, on va avoir un effet plus bénéfique au niveau du genou. Ceci étant dit, les revues de la littérature, ça vaut ce que ça vaut. Nous n'avons pas toute l'information disponible lorsque nous disons une amélioration de 1, 0, etc. Parce que ce qu'on sait, c'est que la pratique de l'activité physique va permettre de solidifier les os, va permettre souvent une perte de poids. Donc, des facteurs qui vont, en général, améliorer l'impact sur les articulations. Quant à la question de l'aérobic, qu'est-ce qui est le mieux, l'activité aérobique à haute intensité versus la basse intensité? Encore une fois, une revue de la base de données Cochrane permet de voir qu'il n'y a pas de différence statistique ou clinique, statistiquement ou cliniquement significative entre les deux types d'activité aérobique chez les personnes qui souffrent d'arthrose du genou en termes de capacité de douleur ou de capacité aérobique. Alors, c'est pourquoi les activités de marche dont nous vous parlions plus tôt sont plutôt centrées sur une capacité aérobique de 50 à 75 %, donc vraiment une intensité très modérée. Donc, les exercices aquatiques, qu'en est-il? Chez les personnes souffrant d'arthrose de la hanche et du genou, on a vu que la douleur a aussi diminué d'1 point et le fonctionnement s'était amélioré de 3 points, donc comme pour l'activité physique en général. Du côté des vitamines et la prévention, on voit encore une fois faire une étude de cohorte de Framingham que l'apport modéré de vitamine C, donc 120 mg par jour, a diminué le risque de progression de l'arthrose de 300 %. Alors, si vous prenez une multivitamine de bonne qualité, je pense par exemple au OrthoCore, qui est la multivitamine de Aware, vous retrouvez à ce moment-là un dosage de 100 mg de vitamine C par jour. Donc, vraiment un impact important au niveau de la réduction de l'arthrose du genou, tout simplement parce que la vitamine C est très impliquée dans le cartilage du genou. Dans une étude réalisée en 2003, par contre, on a vu que des dosages de 1000 mg par jour, 898, ont également permis de réduire la douleur comparativement au placebo. Mais si nous allons vers des doses plus élevées, une étude réalisée chez le cochon d'Inde, nous avons vu qu'il y aura à ce moment-là des dommages articulaires qui pourront survenir. Donc, l'explication, selon moi, c'est que la vitamine C, sous sa forme originale, c'est de l'acide ascorbique, et on sait que l'acide est un peu l'ennemi des articulations et de la sphère ostéomusculaire en général. Donc, morale de l'histoire, eh bien, c'est qu'un peu de vitamine C, c'est bien. Trop, ça pourrait avoir un impact négatif. C'est toujours la même question de la courbe de Bell avec les vitamines. L'idée, c'est de toujours obtenir le dosage optimal. La vitamine D, pour sa part, une étude de prospective de cohorte de Framingham portant sur l'arthrose a révélé que le risque de progression de l'arthrose triplait chez les participants dont la prise de le taux sanguin de vitamine D était inférieur. Alors, je pense que maintenant, la vitamine D a traversé du côté médical. Tout le monde s'entend pour dire que la vitamine D est une vitamine dont il ne faut pas manquer, particulièrement quand on habite au nord du 49e parallèle où l'exposition solaire est réduite du mois d'octobre au mois de mai. Dans une étude de 2010, nous avons vu que la vitamine D n'a pas réduit la douleur aux genoux causée par l'arthrose ou l'arthrite elle-même, mais elle n'en a pas ralenti la progression. Non, c'est plus le rôle de la vitamine C à ce moment-là. Donc, la vitamine D va être importante pour maintenir l'intégrité du cartilage dans son état, pas tellement pour la reconstruction. La vitamine E, une étude de 78 où on a administré 600 unités par jour
à des patients, nous avons vu que 52 des patients ont éprouvé un bon effet analgésique comparativement à 4 des patients recevant le placebo. Donc, vitamine E, qui est impliquée évidemment dans tout ce qui est tissu dans le corps. Alors, on voit qu'il y a un impact aussi au niveau de l'arthrose et de l'arthrite. En 1990, l'administration de 400 unités par jour de vitamine E ou du diclofénac à raison de 50 mg par jour, donc en traitement comparatif, on a vu que les deux traitements ont été également efficaces pour réduire la douleur et augmenter la mobilité. Évidemment, la vitamine E ne possédant pas les effets secondaires du diclofénac. Dans une étude de 2001, l'administration de 500 unités de vitamine E par jour n'a pu démontrer aucun bénéfice dans le traitement des symptômes de l'arthrose du genou. Alors, il faudrait voir la taille de l'étude et il faut vérifier quelle forme de vitamine E a été administrée. Une plante intéressante qui nous provient de la pharmacopée ayurvédique, le Boswellia ou Boswellia serrata, qui est vraiment, à mon avis, l'une des meilleures plantes, sinon la meilleure en termes d'inflammation. Dans une étude clinique où nous avons administré 1000 mg ou 1 g par jour de Boswellia qui renfermait 40 d'acide boswellique, donc encore une fois, tous les plantes ne s'équivalent pas en termes de suppléments. C'est important de vérifier que votre produit est bien standardisé en acide boswellique. Alors, l'index de douleur, dans ce cas-ci, du genou a chuté de 2,7 à 0,26. L'indice de la perte de mouvement a été réduit de 2,8 à 0,3 et l'index d'enflure est passé de 1,1 à 0. Donc, les trois paramètres intéressants dans l'arthrose ont été vraiment grandement améliorés grâce à l'apport de 1000 mg par jour de Boswellia. Dans une deuxième étude, on a comparé le Boswellia au même dosage contre un médicament, le valdoxide, et le Boswellia a mis plus de temps à agir que le médicament de synthèse. Ça, c'est très typique des produits naturels parce que nous agissons en tant que modulateur de la douleur et que comme produit qui va permettre une régénération des tissus atteints. Donc, le processus est un peu plus long. Mais à la fin du deuxième mois, nous avons constaté que le Boswellia était aussi efficace dans le soulagement de la douleur que le médicament de synthèse. Les deux traitements ont fourni des effets comparables durant le reste de l'essai clinique. Et un mois après l'arrêt du traitement, le groupe médicamenté était complètement revenu à la case départ, alors que le groupe qui consommait le Boswellia trouvait encore du soulagement, puisque, comme je vous le dis, avec les plantes, nous avons souvent ce bel effet de normaliser des processus et de régénérer des tissus. Alors, le standard par excellence, encore une fois, il faut s'assurer qu'il y a la quantité suffisante d'acide boswellique standardisé. Dans un autre essai clinique où on avait comparé 100 mg ou 250 mg d'acide boswellique par jour, on a vu une amélioration statistiquement significative et proportionnelle à la dose du pointage de la douleur et du fonctionnement. Donc, plus on en donne, plus c'est efficace. Le soulagement des symptômes a été plus rapide dans le groupe recevant le dosage plus élevé de Boswellia. Eux ont ressenti des effets positifs en aussi peu que 7 jours. Alors, la réduction significative du taux de métalloprotéinase 3 matricielle, qui est donc une enzyme qui dégrade le cartilage dans le liquide synovial. Alors, pourquoi c'est important? Comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il y a un mécanisme de destruction, le système complément, le système immunitaire se met en branle pour aller faire le ménage des tissus lésés et si ce processus est en branle trop longtemps, ça peut générer de l'inflammation et encore plus de destruction. La deuxième molécule qui va être très intéressante en termes de gestion de la douleur, c'est évidemment la curcumine. Donc la curcumine, comme vous le savez, si vous avez suivi nos autres webinaires, parce que la curcumine, c'est vraiment la plante de prédilection chez AOR et la plante de prédilection de beaucoup d'entre nous cliniciens. La curcumine étant évidemment le principe actif que nous retrouvons dans la plante curcuma longa, donc le curcuma qu'on utilise dans les mélanges de cuisine indienne notamment. Donc la curcumine qu'on retrouve dans la racine est présente dans la racine à seulement 2 à 3 % de concentration. Et lorsqu'on la consomme dans l'alimentation, il faut savoir qu'il y a environ seulement 5 % de ce 2 à 3 %
et sera absorbé au niveau du tube digestif. Alors évidemment, pour arriver à atteindre des dosages qui soient cliniquement significatifs en termes de gestion de l'inflammation et de la douleur, il faudrait manger des quantités absolument incroyables de curcuma. Alors, chez AOR, nous avons isolé la curcumine, donc le principe actif du curcuma, pour en faire un extrait très performant. Donc, cette molécule que nous utilisons chez AOR s'appelle le curcuma longvida et c'est une molécule qui a été mise au point sur une période de 10 ans par des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles. J'ai assisté personnellement à une présentation de ces gens-là et c'est vraiment un produit extraordinaire qui a été soumis donc à la nanotechnologie pour en réduire la taille. Le curcumin est enrobé ensuite d'un film bilipidique particulier qui va en augmenter l'absorption et la biodisponibilité par 100 fois. Donc, avec une dose de 1200 mg par jour de curcumine, nous allons obtenir des résultats comparables à la phénylbutazone. Il faut savoir que 1200 mg par jour, ça correspond à une seule capsule du curcumin actif, parce qu'encore une fois, la biodisponibilité est augmentée par 100 fois. Donc ensuite, nous avons aussi inclus cette fameuse molécule de curcuma longvida dans un produit qui s'appelle Inflammation Relief et qui est la combinaison de la molécule de curcumine et des acides boswelliques du boswellia. Donc, les deux plantes agissent de façon complémentaire et vraiment vont procurer un soulagement de l'inflammation extrêmement efficace et comparable à des médicaments de synthèse, évidemment sans les effets secondaires. Dans une étude clinique de 2010, où on a comparé la curcumine, donc le principe actif du curcuma, à un placebo, on a vu que la douleur a été réduite de 2,3 par 2,3 fois, c'est-à-dire dans le groupe de la curcumine. La raideur a également été réduite par 2,3 fois. Le fonctionnement est amélioré par 2,5 fois. Et les améliorations du fonctionnement émotionnel et social, ainsi que le sentiment de bien-être général. Évidemment, quand ça fait moins mal, on va mieux. L'épreuve du tapis roulant a indiqué que la performance physique des individus dans le groupe de la curcumine s'est améliorée de 3,9 fois. Le taux de protéines marquant l'inflammation, comme par exemple la surréactive protéine, a diminué de façon significative dans le groupe recevant la curcumine. Et le traitement de la curcumine a permis de réduire l'utilisation d'analgésiques, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'acétaminophène et le célicoxib, de 63 %. Donc évidemment, c'est un beau cas, la curcumine, d'intégration des plantes avec la médecine conventionnelle. Alors, il est possible de combiner la curcumine, donc le curcumin actif par exemple, avec des médicaments pour la douleur et conjointement avec votre médecin de voir s'il y a possibilité à ce moment-là de diminuer les dosages de médicaments. Un petit mot sur la métalloprotéinase matricielle qu'on résume par MMP. Les MMP sont des endopeptidases dépendantes du zinc et capables de dégrader des substances dans la matrice extracellulaire. Elles sont impliquées dans les maladies chroniques telles que l'arthrite, la maladie d'Alzheimer, le psoriasis, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, l'asthme, le cancer, les douleurs neuropathiques et l'arthrose. Donc, nos deux produits chez AOR, le boswellia et la curcumine, ont démontré un impact sur ces fameuses protéines. Une autre plante intéressante au niveau de l'inflammation et de la douleur, c'est la griffe du diable, ou Harpagophytum de son nom latin. Alors, la griffe du diable a démontré son efficacité dans la réduction de la douleur et l'amélioration du fonctionnement chez les personnes atteintes d'arthrose dans plusieurs études cliniques. En général, c'est une plante qui agit à l'intérieur de 8 à 12 semaines. Dans une étude sur 4 mois contre le diasphérin, un médicament d'action lente contre l'arthrose, on a vu que la griffe du diable était aussi efficace qu'un médicament dans l'amélioration de la douleur causée par l'arthrose de la hanche et du genou. Au niveau du soulagement de la douleur, la griffe du diable a aussi agi efficacement que le Vioxx au niveau de la gestion de la douleur. Donc, nous voyons encore ici
le processus d'inflammation dans le tissu lésé du genou. Alors en rouge ici, le NF-kappa B, qui est une fameuse molécule de signalisation qui va déclencher finalement le message inflammatoire et la douleur. On voit que c'est présent dans tout ce qui est tissu lésé. Ensuite, le SAMI, qui est un produit auquel on tend à penser un peu moins. Le SAMI qui a été, encore une fois, comparé au célécoxib dans des études cliniques, donc 1200 mg par jour de SAMI versus 200 mg de célécoxib sur 16 semaines. Durant le premier mois, le célécoxib a surpassé le SAMI en termes de réduction de la douleur. Encore une fois, pas de surprise de mon côté, c'est typique, les plantes agissent en général, atteignent leur taux d'efficacité maximale 6 à 8 semaines. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'effet de réduction de la douleur avant, mais pour atteindre leur maximum d'efficacité, c'est très fréquent de voir que ça prendra environ 6 semaines. L'exception étant évidemment le curcumin actif dont je vous parlais plus tôt, puisque dans ce cas-là, c'est une molécule isolée qui agit très rapidement, donc dans les 20 minutes après son absorption. Donc, durant le deuxième mois, alors là, on commence à voir qu'il n'y a plus de différence entre le groupe traité au SAMI et le groupe traité au célécoxib. Le SAMI agit plus lentement, mais il est aussi efficace que le célécoxib dans la réduction des symptômes associés à l'arthrose du genou. Donc, on se rappelle que les produits naturels, les plantes, un peu plus long d'action. Par contre, le bénéfice qu'on remarque, c'est souvent que quand les médicaments sont cessés, on retourne à la case départ, qu'alors avec les produits naturels, en général, on assiste à un processus de normalisation et de reconstruction. Dans une revue du US Department for Health and Human Services, on voit une méta-analyse qui a fait l'étude de 10 études cliniques et dans les 10 études, on a pu constater une réduction de la douleur associée à l'arthrose lorsqu'on utilisait le SAMI. Donc, le dosage de SAMI moyen, c'est 800 à 1200 mg par jour. Le produit d'AOR contient 400 mg, donc c'est 2 à 3 capsules par jour. L'acide hyaluronique est un produit peut-être un peu plus récent sur le marché des produits naturels pour la gestion de la douleur et de l'arthrite. Dans une étude, des individus éprouvant des douleurs aux genoux ont été supplémentés avec 240 mg d'acide hyaluronique quotidiennement durant 12 semaines. Ils ont noté une importante amélioration dans le fonctionnement et le confort de leurs genoux. Les explications, les études démontrent des taux inférieurs d'acide hyaluronique dans le cartilage arthrosé. Évidemment, le tissu est lésé, donc l'acide, c'est finalement ce qui permet la lubrification de tout l'engrenage. Alors évidemment, il y a des taux inférieurs présents. Il a été démontré que l'acide hyaluronique exerce une action anti-inflammatoire et pourrait réduire la dégénération du cartilage et des ménisques. Ben oui, puisque en tant que liquide d'absorption, si on veut, ça va permettre de minimiser le frottement. Ensuite, un autre produit intéressant, le méthylsulfonylméthane, qu'on abrévie par MSM. Alors, une revue de 2 études. Dans la première étude, on a donné 3 grammes 2 fois par jour. Et dans la deuxième étude, on a donné 500 grammes 3 fois par jour. Donc, on a comparé finalement 6 grammes versus 1500 mg. Alors, on a vu une amélioration significative de la douleur dans le groupe traité, comparativement au groupe placebo. Par contre, des failles dans la méthodologie et des préoccupations quant au dosage optimal et à la durée du traitement ont été soulevées. En conclusion, les patients qui prenaient le MSM ont rapporté une réduction de la douleur et une amélioration du fonctionnement, mais aucune évidence d'une action anti-inflammatoire générale n'a pu être démontrée. Alors, c'est des mécanismes complexes, c'est souvent des produits qui agissent sur la reconstruction et non pas directement sur l'inflammation. Et les plus beaux exemples de ça sont la glucosamine et la chondroïtine. Alors, dans une méta-analyse Cochrane de 2005, on a vu d'abord que c'est seulement le sulfate de glucosamine qui a fourni des résultats supérieurs au placebo. Donc, les autres formes de glucosamine, comme par exemple l'hydrochlorure ou l'hydrochlorate de glucosamine, HCl glucosamine, ne démontrent pas d'efficacité. Et ça, c'est parce que la trame de sulfate, les molécules soufrées, sont utilisées comme une espèce de trame de fond sur lesquelles les molécules de glucosamine seront déposées. Donc, la molécule soufrée est absolument essentielle. Ensuite, dans une autre étude plus récente, où on a fait l'étude, finalement, la mise à jour de l'étude précédente, on est arrivé aux mêmes conclusions qu'en 2005.
Alors, la glucosamine peut réduire la douleur, elle peut améliorer le fonctionnement des articulations, elle ne présente probablement pas d'effets secondaires et les dosages recommandés sont de 1500 mg par jour ou 500 mg 3 fois par jour. En fait, les études initiales portant sur la glucosamine avaient toutes été réalisées avec 500 mg 3 fois par jour et nous savons que la biochimie du corps étant ce qu'elle est, il est très possible que 1500 mg en une dose ne soit pas l'équivalent de 500 mg en 3 doses. Alors, deux études à grande échelle, une de 2001 et 2002, ont démontré clairement les bénéfices associés au traitement de la glucosamine en termes d'amélioration des symptômes, mais également entre la réduction entre les articulations sur les radiographies. Autrement dit, vous vous rappelez la radiographie de départ où on voyait côté droit que les os pratiquement se touchaient, eh bien, on voit une augmentation de cet espace-là, donc on voit une reconstruction du cartilage. Dans la plupart des études cliniques que j'ai consultées, nous parlions toujours d'une reconstruction de 33 sur un an avec 500 mg 3 fois par jour, évidemment de la forme sulfate de glucosamine. Dans d'autres études réalisées en 2002 et 2004, c'est des études de plus petites et de moins de durée et nous n'avons pas associé d'effets positifs à la glucosamine. Bon, alors il faut voir que c'était des études qui étaient réalisées sur du plus court terme, donc 6 mois plutôt que 3 ans. C'est peut-être un peu court. Deuxièmement, il faut s'assurer que la forme de glucosamine était bien le sulfate qui avait été utilisé. Est-ce qu'on avait pris 1500 mg en une dose ou 500 mg en 3 doses? Enfin, plusieurs facteurs pourraient expliquer qu'on n'ait pas obtenu les résultats aussi favorables. Alors ensuite, une autre étude, l'étude guide en 2007, réalisée sur 6 mois, 1500 mg de glucosamine comparé à 3000 mg d'acétaminophène et un placebo. Les personnes qui ont pris la glucosamine ont éprouvé une amélioration significative. Quant à l'acétaminophène, il ne s'est pas démarqué du placebo, même à forte dose. Ensuite, la chondroïtine. Donc, dans une étude de méta-analyse, c'est-à-dire de 20 études réalisées en 2007, les essais cliniques à grande échelle et dotés d'une bonne méthodologie indiquent que les bénéfices symptomatiques offerts par la chondroïtine sont minimaux ou non existants. La révision des preuves, les résultats sont mitigés. Les plus petites études tentent de démontrer de meilleurs résultats. Lorsque les effets bénéfices se manifestent, c'est généralement après 2 à 4 mois de traitement. Et on voit que 800 mg par jour sont aussi efficaces que 1200. Alors, les raisons qui expliquent, selon moi, ces résultats, c'est comme je vous l'indiquais, que la chondroïtine n'a pas comme tel un effet anti-inflammatoire. Simplement, en travaillant à la reconstruction du cartilage, l'effet anti-inflammatoire finira par se manifester puisqu'il y aura diminution du frottement des os contre les épiphyses, mais c'est un processus qui demande du temps quand même. Alors, dans une révision des études combinant la glucosamine et la chondroïtine, alors celle réalisée sur 6 mois, on a vu qu'il n'y avait pas d'avantage. Et ensuite, sur les groupes de douleurs moyennes à sévères, on dit que ça a été subjectivement plus efficace que le célécoxib et la chondroïtine et la glucosamine prise de façon individuelle était moins efficace que la combinaison des deux. Dans l'analyse de Gates, où on n'avait pas trouvé finalement de résultats positifs, mais encore une fois, il faut décortiquer ces études-là et regarder ce qui a été effectivement validé. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a exclu de cette méta-analyse toutes les études randomisées dont le nombre de participants était inférieur à 100. Donc, toutes les petites études ont été exclues. On a pris seulement les études dont les dosages étaient inférieurs, c'est-à-dire moins de 800 mg par jour de chondroïtine et moins de 1500 mg par jour de glucosamine, qui sont donc les dosages standards qu'on utilise normalement dans des études. Alors, c'est la combinaison parfaite. Si vous voulez détruire un produit, prenez des études où on a pris un dosage sous-optimal du produit. Si vous savez, par exemple, que vous devez prendre 2 cachets d'aspirine par jour pour avoir une réduction de votre migraine et que vous en prenez un demi-cachet, vous avez évidemment
de bonnes chances que l'effet ne soit pas aussi intéressant. Alors, c'est ce qu'on fait souvent avec les produits naturels, on coupe le dosage pour s'assurer que les résultats ne soient pas probants. Et évidemment, comme les gens ne lisent pas toujours les petites lignes, eh bien, tout ce qu'on dit, c'est que le produit n'est pas efficace, mais les gens ne prennent pas le temps de décortiquer l'étude comme on le fait. Alors, dans cette fameuse analyse de Gates, on a revisé seulement 10 des 80 études disponibles. Habituellement, c'est les études les moins bonnes. La majorité des études étaient pourtant positives. Dans Gates, la combinaison a surpassé le médicament Celebrex dans l'arthrose modérée à sévère. Mais ça, pourtant, on n'en parle pas. Alors, on parle des résultats par rapport aux autres. Par exemple, on voit ici que par rapport au silicocide dans la douleur moyenne à modérée, mais quand ça surpasse, évidemment, on tient ça sur silence. Et l'innocuité des suppléments de chondroïtine et de glucosamine est bien établie. Donc, malgré toutes ces études que j'appellerais à la limite à la limite du correct, là, on n'est quand même pas parvenu à démontrer un effet négatif. Donc, en conclusion de notre webinaire d'aujourd'hui sur la gestion de la douleur et les troubles articulaires et l'arthrite, l'arthrose, la prévention est primordiale. J'espère que je suis parvenue à vous convaincre que l'alimentation, le mode de vie et l'activité physique ont un rôle extrêmement important à jouer. Ensuite, pour parer l'inflammation chronique, nous avons un éventail de plantes intéressantes comme le Boswellia serrata, le curcuma longa, donc la curcumine étant son extrait potentialisé dans le curcuma longvida que nous avons chez AOR, et l'arpagophytum ou griffe du diable. Et ensuite, pour réparer et remplacer les tissus lésés, nous avons le choix entre l'acide hyaluronique, la glucosamine, la chondroïtine, le MSM, le SAMI. En fait, et c'est généralement une combinaison d'un anti-inflammatoire, par exemple du curcumin active et de substances qui vont permettre la reconstruction ou la réparation des tissus lésés, comme par exemple la glucosamine, qui va donner les résultats les plus intéressants. Encore une fois, sauf pour la curcumine qui agit rapidement, il faut s'attendre à compléter au moins 6 à 8 semaines de traitement avant d'atteindre l'efficacité maximum de ces produits-là. Ce n'est pas dit que vous ne commencerez pas à éprouver des bénéfices plus tôt. Souvent, après quelques journées de traitement, mes patients me rappellent, m'envoient un courriel pour me dire « Chantal, je ressens déjà une amélioration, j'ai pu diminuer mon médicament anti-inflammatoire », mais typiquement, l'atteinte de l'efficacité maximale se fait en grande moyenne autour de 6 à 8 semaines de traitement. Alors, voici les références du webinaire d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours les faire parvenir à tech@aor.ca. Vous pouvez également m'envoyer vos questions directement à seduma@aor.ca. Nous pouvons répondre aux questions d'ordre général. Évidemment, nous ne pouvons pas prendre des cas individuels en question, mais nous pouvons certainement vous assister avec des questions d'ordre général. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois dans ce webinaire et je vous invite à consulter les autres webinaires de la série et à être des nôtres le mois prochain pour notre nouveau webinaire. Alors, encore une fois, mon nom est Chantal Anne-Dumas. Je suis naturopathe et conseillère médicale pour AOR. Merci et à la prochaine.